Salut à tous les élèves de la deuxième année du baccalauréat PC et SVT. Au cours de cet épisode, on essaiera d'aborder la dernière unité du programme, c'est la géologie, et plus précisément la géodynamique interne du globe terrestre. Cette géodynamique interne du globe terrestre s'explique actuellement par le modèle de la tectonique des plaques. On essaiera de comprendre comment ce modèle avait été établi par les géologues. Dans un premier temps, essayons de savoir quelle est la composition interne du globe terrestre. Pour savoir les constituants internes du globe terrestre, il n'y a pas mieux que creuser en profondeur pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire réaliser des forages. Mais le forage le plus profond, il n'a pas dépassé environ 13 km devant un rayon de la Terre qui avoisine à peu près 6400 km. 13 km devant 6400, ça ne représente absolument rien du tout. C'est la raison pour laquelle, et grâce à des techniques indirectes, ce sont des méthodes de géophysique qui portent sur les variations de vitesse des ondes sismiques, on est persuadé que la Terre est constituée de sortes de couches concentriques partant de l'extérieur vers l'intérieur. Vous avez la croûte terrestre qui peut être soit une croûte océanique constituée essentiellement de roches basaltiques ou bien une croûte continentale constituée essentiellement de roches granitiques. Juste en dessous, vous avez le manteau supérieur. Le manteau supérieur est subdivisé en deux portions. Cette portion superficielle, ou bien supérieure, elle est rigide, elle a un aspect cassant en quelque sorte. Elle est constituée de roches appelées les péridotites. La croûte terrestre, plus le manteau lithosphérique, ça constitue la lithosphère. Juste en dessous, vous avez la sténosphère, qui est en quelque sorte ductile, déformable. Il n'est pas à caractère cassant comme la lithosphère. Puis, en dessous, vous avez le manteau inférieur, puis le noyau externe et le noyau interne. Remarquons que plus on s'enfonce en profondeur, plus la densité augmente. Concernant la croûte terrestre est constituée, comme je l'avais dit, de granit à faible densité, alors qu'au niveau des océans, il est constitué de roches basaltiques à forte densité. Juste en dessous, c'est le manteau lithosphérique constitué de roches appelées les péridotites. Donc là, ce sont les parties qui nous intéressent le plus. Au début du siècle dernier, Wegener avait formulé son hypothèse dite l'hypothèse de la dérive des continents. Selon cette hypothèse, les continents étaient regroupés, formant un seul bloc, formant un seul supercontinent qu'il a nommé la Pangéa. Ensuite, ce supercontinent s'est fragmenté, s'est morcelé en plusieurs fragments et qui se sont répartis tels que nous le connaissons à nos jours. L'hypothèse de la dérive des continents avait été appuyée par plusieurs arguments. Le premier argument, c'est un argument morphologique. Remarquez, la complémentarité entre les côtes américaines, ouest, et les côtes est-africaines. Donc là, nous parlons d'un argument morphologique. En plus de ce premier argument, d'autres arguments également en faveur de l'hypothèse de Wegener. C'est la présence essentiellement de fossiles de reptiles que nous trouvons de part et d'autre l'océan Atlantique, présence également de plantes terrestres et qui en aucun cas ne peuvent franchir l'océan Atlantique.
Remarquez que ces fossiles sont présents au niveau de l'Amérique du Sud, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Antarctique, au niveau de l'Australie et au niveau de l'Inde. Chose qui ne peut s'expliquer que par le fait que ces blocs avaient été regroupés en une certaine époque géologique passée. D'autres arguments, les boucliers, ce sont des terrains très très anciens que nous retrouvons en Afrique, que nous retrouvons également en Amérique du Sud. Ils ont le même âge, ils ont la même structure, la même composition rocheuse. Leur présence indique également que ces deux blocs continentaux étaient regroupés à une certaine époque géologique. Un autre argument structural, la présence de la chaîne des Appalaches aux États-Unis d'Amérique et la présence de la chaîne des Mauritanides, dont une petite portion, c'est l'Anti-Atlas au Maroc. Donc là également, on est devant une chaîne de montagnes de même âge, de même roche, même déformation, chose qui s'explique également par le fait que le continent africain était lié au continent américain. Il en est de même au niveau de la Groenland et de l'Europe. Un autre argument, c'est un argument paléoclimatique. Au niveau de l'Amérique du Sud, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Inde, au niveau de l'Australie également, nous retrouvons des traces de glace. C'est-à-dire que ces blocs avaient été disposés à proximité des pôles sud. Donc l'hypothèse de Wegener était une hypothèse appuyée par des arguments solides. Mais les géophysiciens se sont posé la question suivante. Si les continents ont dérivé, cela veut dire qu'il y a une force. Cela veut dire qu'il y a un moteur qui a pu déplacer les continents. Et la question, bien entendu, elle a été posée à Wegener. Donc, quel est le moteur de la dérive des continents? Wegener pensait que le moteur, peut-être, c'est la force centrifuge due à la rotation de la Terre, plus la force, ou bien les forces des marées. Force des marées, force extrêmement faible pour faire déplacer les continents. Donc, le moteur de la dérive des continents n'a pas pu être admis par les géophysiciens et qui ont refusé rapidement son hypothèse. Après la Seconde Guerre mondiale et l'apparition de technologies, surtout les sonars, les sous-marins, on a commencé à avoir une idée nette sur la topographie de l'océan Atlantique. La topographie de l'océan Atlantique, elle est marquée par la présence d'une véritable chaîne de montagnes sous-marines. C'est la dorsale médio-océanique. Cette dorsale médio-océanique, elle est dite également la dorsale médio-atlantique. Si on réalise par exemple une coupe passant soit à travers bien de l'Amérique vers l'Afrique, ou bien de l'Amérique vers l'Europe, voilà ce que nous avons. Notre coupe, voilà, la coupe AB, soit Amérique du Sud, Afrique, soit Amérique du Nord, Europe. Voilà donc, vous avez le point A, pouvant être soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. Nous avons le talus continental et le plateau continental. Puis, là c'est une partie qui appartient à la croûte continentale, mais elle est immergée. Puis vous avez les plaines abyssales. Là, on est devant, ou bien on est sur le plancher océanique qui est couvert par les sédiments marins. Puis, au milieu, c'est la dorsale médio-océanique. Donc, le centre, ou bien l'axe de la dorsale médio-océanique, ça s'appelle le rift central. Le rift central, caractérisé par une forte activité magmatique. Donc, on est là, la chose étonnante, c'est le rigoureux parallélisme de part et d'autre de l'axe de la dorsale médio-océanique. Donc, ce qu'on trouve des deux côtés de la dorsale, il est toujours le même. Plaine abyssale, plateau continental, puis dorsale médio-océanique.
Comme je l'avais dit, c'est une véritable chaîne de montagnes sous-marines avec une altitude de 1000 à 1100 mètres, une largeur de 15 à 25 km et elle est prolongée sur une longueur de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. L'époque de la connaissance de la topographie des fonds océaniques est terminée. Une seconde époque, c'est la prospection, c'est-à-dire la recherche surtout de minerais, de pétrole dans les fonds océaniques. Et c'est ainsi qu'ont commencé les forages. Et c'est ainsi qu'on a commencé à avoir une idée à propos de la nature des sédiments marins. Voilà ce qu'on a trouvé. Bon, là, c'est toujours l'Afrique. Là, c'est l'Amérique, espacée par l'océan Atlantique. Au milieu, en rouge, là, le très fin rouge, c'est la dorsale médio-océanique. Et nous nous sommes intéressés aux sédiments déposés sur le plancher océanique. Donc, les sédiments, lorsqu'ils se déposent, elles prennent une position horizontale, puis ils se sont déposés les uns sur les autres de façon que les couches sédimentaires les plus anciennes, ce sont elles qui se sont déposées les premières directement sur le plancher océanique. On a essayé de dater ces sédiments anciens déposés directement sur le plancher océanique basaltique. Bon, remarquez, de part et d'autre, l'axe, la dorsale, en couleur rose, l'âge de ces sédiments, il est compris entre 0, c'est-à-dire l'actuel, et 5,3 millions d'années. Ensuite, les sédiments représentés là, en jaune, de part et d'autre, bon, l'âge, il avoisine les 25,3 millions d'années. Puis, 34. Et voilà, plus on s'éloigne de l'axe de la dorsale, plus les sédiments deviennent de plus en plus anciens. Avec un étonnant parallélisme, puisque ce qu'on trouve de part et d'autre de l'axe de la dorsale, c'est toujours le même. Donc, les sédiments les plus anciens sont ceux qui sont proches du continent. Les sédiments les plus récents sont ceux qui sont proches de l'axe de la dorsale médio-océanique. On a même dépassé les sédiments et on a creusé pour atteindre le basalte qui constitue le plancher océanique. Et on a réalisé le même travail, c'est-à-dire le dosage, ou plutôt la datation du basalte qui constitue le plancher océanique. Là également, c'est la dorsale médio-océanique. De part et d'autre, l'âge, il est compris entre 0 et 20 millions d'années. Puis, plus on s'éloigne, bon, remarquez, les couleurs là, l'âge, plus on s'éloigne de l'axe de la dorsale, plus le basalte devient de plus en plus ancien. On est donc devant deux choses. Le basalte qui constitue le plancher océanique devient de plus en plus ancien, plus on s'éloigne de l'axe de la dorsale avec un rigoureux parallélisme de part et d'autre. Même chose concernant les sédiments. Ça n'a qu'une seule explication. C'est que l'océan Atlantique, il ne s'est pas formé d'un seul coup, mais il s'est formé progressivement. Et on va comprendre, parce que le basalte le plus ancien, il ne dépasse pas 180 millions d'années. 180 millions d'années, ça veut dire qu'avant 180 millions d'années, il n'y avait pas l'océan Atlantique. L'océan Atlantique a commencé à voir le jour à partir de 180 millions d'années. C'est-à-dire que avant 180 millions d'années, les deux continents étaient regroupés. Donc, comment on explique les choses? On a postulé, on a supposé que au niveau du noyau de la Terre, la désintégration des éléments radioactifs, elle est à l'origine de la libération d'une forte quantité d'énergie capable de surchauffer les matériaux. Et lorsque les matériaux se chauffent, ils se dilatent. Et en se dilatant, la densité diminue. Et ils vont remonter. Donc on est devant des mouvements que nous appelons les mouvements de convection. Expérimentalement, les choses peuvent être simulées de la manière suivante. Bon, je prends dans un récipient, je peux placer la marque du café, un peu d'eau
et 2 blocs en mousse que je commence à chauffer. Lorsque je chauffe, qu'est-ce qui se passe? Les molécules d'eau en bas, ils vont se chauffer, ils vont se dilater et leur densité, elle va diminuer. Résultat, ça va tourner. L'eau en ébullition, ce sont les courants de convection qui peuvent séparer les 2 blocs de mousse. Bon, c'est exactement ce qui se passe. Bon, voilà. Donc, ça chauffe, ça entraîne une dilatation, diminution donc de la densité et les molécules d'eau dilatées, plus légères en quelque sorte, ils vont remonter en surface et les molécules qui étaient en surface vont redescendre puisque leur densité elle est beaucoup plus élevée. Ce sont les courants de convection. Ce sont ces courants de convection qui permettent d'expliquer ou bien d'interpréter les choses. Donc au niveau des dorsales médio-océaniques, bon, nous sommes devant des courants ascendants. Ce sont ces courants ascendants qui seront à l'origine de la montée du magma basaltique. Le magma basaltique se solidifie, formant un nouveau plancher océanique. C'est le modèle des tapis roulants. Donc, lorsque le basalte arrive à la surface au niveau de l'axe de la dorsale, je suis devant de nouveaux matériaux océaniques qui se sont formés, un nouveau plancher. Donc, c'est le modèle du double tapis roulant. Donc, les 2 continents s'éloignent, en même temps, l'océan s'élargit. Expansion océanique, dérive des continents, ce sont les 2 volets de la même théorie. Bon, voilà. Donc, ici, je suis devant un continent. À un moment donné, les courants de convection arrivent en dessous de la croûte continentale, déchirent en quelque sorte cette croûte continentale. Et la montée du magma basaltique commence. Lorsque ce magma basaltique arrive en surface, il se refroidit, il se solidifie, formant un nouveau plancher océanique. Bon, c'est cette montée permanente de lave dans l'axe de la dorsale médio-océanique qui sera à l'origine de l'éloignement des 2 blocs qui se sont séparés. Et c'est ainsi que nous arrivons au stade d'océan ouvert. Ce qui se passe au niveau de la dorsale médio-atlantique, il reste valable également au niveau de toutes les dorsales océaniques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement que la dorsale de l'océan Atlantique. Il y a la dorsale de l'océan Pacifique, la dorsale de l'océan Indien. Au niveau de toutes ces dorsales, il y a formation de nouveaux planchers océaniques. Ceci devrait normalement aboutir à une dilatation de la Terre et donc à une augmentation de son volume. Or, les géophysiciens ils ont prouvé que le volume de la Terre est resté constant au cours de toutes les époques géologiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Le plancher océanique, ayant pris naissance au niveau des dorsales, devrait disparaître quelque part dans le monde pour que l'on puisse expliquer pourquoi le volume de la Terre est resté constant. Lorsque nous nous intéressons aux marges continentales, les marges continentales, ce sont les limites entre domaines, ou plus exactement entre croûte continentale et croûte océanique. Nous pouvons distinguer 2 types de marges continentales. Les marges continentales dites passives. Bon, par exemple, toutes les marges autour de l'océan Atlantique, de part et d'autre, c'est-à-dire que ce soit vers l'ouest ou l'est, ce sont toujours des marges passives, calmes de point de vue géologique, c'est-à-dire pas de séisme ni de volcanisme. Alors qu'il existe un second type de marge, dite les marges actives. L'exemple le plus typique de marge active, c'est la marge
ouest de l'Amérique du Sud. Cette marge ouest de l'Amérique du Sud est caractérisée par tout un ensemble de phénomènes particuliers. Remarquons, de part et d'autre, la dorsale de l'océan Pacifique. Il y a la présence des sédiments dits plus récents, représentés en couleur blanche. Puis, les autres sédiments qui datent entre 5 et 23,5 millions d'années. Puis, ces sédiments un peu plus anciens, dont l'âge est compris entre 23,5 et 65 millions d'années. Du côté ouest, remarquez qu'il en existe d'autres sédiments beaucoup plus anciens. Ces sédiments, ils sont absents du côté est de cette dorsale. Donc, on est devant un parallélisme qui est en quelque sorte aboli de ce côté-là. Ces couches de roches, ou bien ces couches de sédiments océaniques, on les trouve à cette bordure sous forme de couches plissées. Chose que nous allons expliquer par la suite. La seconde caractéristique, c'est la présence de reliefs particuliers. Des reliefs positifs, c'est la chaîne des Andes, la chaîne andine, ou bien la cordillère des Andes, dont l'altitude avoisine, ou bien même dépasse les 6000 mètres. Et des reliefs négatifs, c'est la fosse océanico-profonde. Moins 6000 mètres, la fosse du Pérou, la fosse du Chili. Donc là, c'est une deuxième caractéristique, dite une caractéristique topographique. Autre caractéristique de ces zones. Vous avez la présence d'une intense activité magmatique. Ce sont les volcans andésitiques ou andésiques à caractère explosif et l'absence d'une forte activité sismique. Donc beaucoup de séismes, beaucoup de volcans à caractère explosif, ils sont appelés les volcans andésiques, c'est relatif aux Andes. Lorsque nous nous intéressons au séisme, un séisme, il prend naissance de la manière suivante. Une zone donnée, qui était sous forme d'un seul bloc, il peut être soumise à des forces, pouvant être des forces distensives ou des forces compressives. À une profondeur donnée, les couches ou bien les roches se cassent en quelque sorte, aboutissant à la naissance d'ébranlements ou de vibrations ou d'ondes sismiques. Ces ondes sismiques se propagent dans toutes les directions. Le point situé à une profondeur donnée, ça s'appelle le foyer, on l'appelle également l'hypocentre. Donc le foyer, c'est un point situé à une certaine profondeur au niveau duquel prennent naissance les vibrations ou bien les ondes sismiques qui se propagent dans toutes les directions. Le foyer sismique peut être déterminé avec des calculs ou bien à l'aide de calculs très très simples. Lorsque nous nous intéressons aux séismes qui ont lieu au niveau de cette marge active, voilà ce que nous trouvons. Ici j'ai un profil, c'est un profil topographique. C'est comme si je passe à partir d'un point A, à ce niveau, voilà exactement, vers le continent, un point B. Donc, je suis au niveau de l'océan, j'arrive à la fosse, puis je quitte la fosse et je retrouve le continent. Voilà. Donc, c'est toujours la fosse, voilà. Je quitte la fosse, je quitte même le domaine océanique, j'arrive au continent et je commence à me balader en quelque sorte au niveau de cette chaîne montagneuse, dont l'altitude dépasse les 6000 mètres, comme on l'avait dit. Lorsque nous avons déterminé les séismes qui ont lieu dans cette zone, voilà ce qu'on a trouvé. Plus on s'éloigne de la fosse vers le continent, plus les foyers sismiques deviennent de plus en plus profonds. On dit que ces séismes, ils sont répartis selon un plan incliné, appelé le plan de Benioff. Benioff, c'est le géophysicien qui était à l'origine de la découverte de
ce phénomène particulier, cette répartition de ces séismes sous forme de plans inclinés. Autre chose, lorsque nous sommes devant ou bien au niveau d'une zone tectoniquement calme, plus on s'enfonce en profondeur, plus la température augmente. C'est le gradient géothermique. Bon, ceci est dit, à la désintégration des éléments radioactifs au niveau des noyaux et qui sont à l'origine de la libération d'une très très grande quantité d'énergie. Et cette énergie thermique, elle se propage vers la surface vu que les roches conduisent en quelque sorte la température. Donc, tous les points situés à la même profondeur, ils sont à la même température. Donc, ici, à l'aide de cette courbe, on regroupe tous les points qui sont à la même température. Ça constitue ce qu'on appelle une isotherme. Donc là, c'est l'isotherme 800, l'isotherme 1000, l'isotherme 1200, 1300, 1400. Bon, remarquez que tous ces isothermes, ils sont parallèles et ils sont en quelque sorte horizontales. Les choses ici, ils sont tout à fait normales. À proximité de la fosse océanique profonde, remarquez que cette courbe, elle paraît comme si elle s'enfonce en profondeur. C'est-à-dire que, bien que je suis à une très très grande profondeur, la température elle est toujours de 800 degrés Celsius. Alors que normalement, elle devrait être, à ce niveau-là par exemple, à cette profondeur, elle devrait être de l'ordre de 1200 degrés Celsius. Même chose là également, je suis à une très très grande profondeur et la température, elle avoisine tout simplement les 1000 degrés Celsius. Donc, au niveau de cette zone, la température est anormalement inférieure ou bien inférieure à la normale. Nous parlons d'anomalie thermique et dans ce cas-là, il s'agit d'anomalies thermiques négatives. Par contre, à proximité de la zone volcanique, les isothermes, ils semblent monter en surface, c'est-à-dire que cette zone, elle est beaucoup plus chaude que la normale. Normalement, l'altitude, elle se trouve au-dessus de la courbe 800. Et pourtant, la température, donc, au niveau des zones volcaniques, la température elle est supérieure à la normale. Nous parlons d'anomalie thermique positive. Voilà donc. Nous sommes devant tout un ensemble de phénomènes géologiques particuliers. Je rappelle, l'absence des plus anciens sédiments et que nous retrouvons sous forme de couches plissées au niveau ou bien à proximité de la chaîne andine. La présence de la fosse océanique, il s'agit de relief négatif. La présence de relief positif, c'est la chaîne montagneuse elle-même. La présence d'une activité volcanique. La présence de séismes dont les foyers sont répartis selon le plan incliné dit le plan de Benioff. La présence d'anomalies thermiques négative à proximité de la fosse, positive au niveau de la zone volcanique. Tout cet ensemble de faits ne peut être expliqué que par le fait suivant. Cette zone, c'est une zone où convergent une lithosphère océanique et une lithosphère continentale. Lorsque la lithosphère océanique et la lithosphère continentale convergent, c'est la lithosphère océanique vue sa forte densité qui s'enfonce en dessous de la lithosphère continentale. C'est le phénomène de la subduction. Cette subduction postulée, supposée, parce que personne n'a vu la lithosphère océanique en train de s'enfoncer en dessous de la lithosphère continentale, mais c'est une interprétation très très logique. D'une part, on est devant des matériaux froids qui se sont enfoncés dans une profondeur chaude. Ça explique l'anomalie thermique négative. Ensuite, lorsque la lithosphère océanique s'enfonce, plonge sous la lithosphère continentale, les sédiments, ils ne s'enfoncent pas, mais ils sont rabotés, raclés, formant le prisme d'accrétion. C'est ce qui explique les sédiments absents et qui se présentent sous forme de couches sédimentaires plissées. Puis, au niveau de la zone volcanique, lorsque nous parlons de volcan, ça veut dire qu'il existe une chambre magmatique en profondeur, ou bien à une profondeur donnée.
C'est cette montée de magma qui est à l'origine de l'augmentation de la température. Et ça explique l'anomalie thermique positive. Donc, le phénomène compensateur de l'expansion océanique, c'est la subduction. Et c'est ce qui explique en quelque sorte pourquoi le volume de la Terre est resté constant au cours de toutes les époques géologiques. Dans toutes les zones où nous retrouvons ces mêmes caractéristiques, elles sont considérées comme zones de subduction. Remarquez à partir de cette carte que les zones de subduction, elles entourent les zones ou bien les marges actives autour de l'océan Pacifique constituant ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. Donc là, la question qui se pose, pourquoi la subduction est localisée uniquement à ce niveau? D'une façon beaucoup plus claire, comment peut-on expliquer l'expansion océanique ayant lieu au niveau de l'océan Atlantique, au niveau de la mer Rouge, au niveau de l'océan Indien? Comment ça se passe que la compensation a lieu uniquement au niveau de cette zone? C'est-à-dire, il y a un problème de mauvaise compréhension de la géométrie du mouvement à l'échelle du globe pour que l'on puisse expliquer pourquoi le volume de la Terre est resté constant. Donc, expansion océanique, subduction comme phénomène compensateur, ils ne sont pas très satisfaisants comme modèle pour expliquer pourquoi le volume de la Terre est resté constant. Partons maintenant à la répartition des séismes à l'échelle du globe. Remarquez que les séismes, ils sont répartis sous forme de ceintures alignées. Ça explique quoi? Bien, comment peut-on expliquer cette répartition des foyers sismiques? Ça ne peut s'expliquer que par le fait que la lithosphère, constituée de la croûte plus le manteau lithosphérique, ce n'est pas une enveloppe qui est continue, mais c'est une enveloppe qui est discontinue, c'est-à-dire qui est morcelée en petits fragments. Voilà, par exemple, ça c'est un petit fragment. Voilà un autre fragment qui regroupe une portion de l'océan Atlantique et l'Amérique du Sud. Voilà une autre portion. Ce sont ces portions qui ont reçu le nom de plaques tectoniques. La plaque tectonique est donc une portion rigide de la lithosphère qui flotte sur la sténosphère. Remarquez là, par exemple, là c'est la plaque africaine. Ici, c'est la plaque sud-américaine, la plaque Nazca, la plaque Cocos, la plaque des Caraïbes, la plaque nord-américaine, la plaque des Pacifiques, la plaque indienne, la plaque des Philippines, la plaque eurasiatique. Une plaque lithosphérique peut être constituée de lithosphère continentale et de lithosphère océanique. Mais elle peut tout de même être constituée uniquement de plaques océaniques, plutôt de lithosphère océanique, telles que la plaque Nazca ou la plaque du Pacifique. En rouge, là, ce sont les dorsales médio-océaniques. Ici, ce sont les zones de subduction qui constituent l'arc de feu autour de l'océan Pacifique. Ces plaques ne sont pas figées, ne sont pas fixes, mais elles sont mobiles, elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Les divers types de déplacements entre plaques sont les suivantes. Au niveau des dorsales médio-océaniques, deux plaques divergent, c'est-à-dire s'éloignent l'une de l'autre. Il y a accrétion, il y a formation de nouveaux matériaux océaniques. Les zones de coulissage, ce sont les failles transformantes. Là, le mouvement est un mouvement principalement mouvement de coulissage ou de frottement. Puis, lorsque deux plaques lithosphériques convergent, on est devant plusieurs cas. Une lithosphère océanique et une autre lithosphère océanique peuvent converger. Lorsqu'une lithosphère océanique converge vers une autre lithosphère océanique, l'une s'enfonce en dessous de l'autre. Nous parlons de la subduction intra-océanique. Lorsque une lithosphère océanique
et une lithosphère continentale entre en convergence, principalement c'est la lithosphère océanique qui s'enfonce en dessous de la lithosphère continentale, c'est le phénomène de la subduction. Dans certains cas particuliers, il se peut que cette lithosphère océanique surmonte la lithosphère continentale, chevauche au-dessus de la lithosphère continentale, nous parlons de l'obduction. Et dans un troisième cas, lorsque deux plaques lithosphériques convergent à travers, par exemple ici, je suis devant la plaque indienne et la plaque eurasiatique qui convergent à travers deux lithosphères continentales, nous parlons de la collision. Ce sont les convergences, les mouvements de rapprochement entre plaques qui nous intéressent le plus. Parce que ce sont ces convergences qui vont être à l'origine des phénomènes que nous allons étudier. Donc, avec la convergence, on est soit devant la collision, soit devant l'obduction, soit devant la subduction. Partons maintenant à la répartition géographique des chaînes de montagnes récentes. Remarquez que les chaînes de montagnes récentes, elles sont réparties de la manière suivante, sous forme de ceinture étroite. La première ceinture orientée ouest-est, partant de Gibraltar jusqu'aux Philippines. La deuxième, c'est elle qui entoure la ceinture de feu. Elle est orientée nord-sud. Cette première ceinture orientée nord au sud, à ce niveau-là, elle est dite une chaîne de subduction. C'est la chaîne andine. Pourquoi? Parce que cette zone, c'est une zone de subduction. Par contre, si je m'intéresse à la chaîne himalayenne, l'Himalaya, c'est une chaîne de collision, vu qu'elle est le fruit ou bien le résultat de la collision entre deux blocs continentaux. Et finalement, les chaînes d'obduction, la chaîne de Oman, c'est l'exemple le plus typique. Donc, nous allons au cours de l'épisode suivant déterminer quelles sont les caractéristiques pétrographiques et structurales et comment ont pris naissance ces trois types de chaînes montagneuses. À la deuxième épisode.